Aujourd'hui, nous recevons Jean-François Rancourt, qui est politologue spécialiste du Myanmar. Il s'intéresse à la libéralisation politique et l'opposition au coup d'État au Myanmar. Ce podcast est fait en collaboration avec l'Observatoire des droits de la personne et la chaire de leadership en enseignement Roméo Dallaire sur les conflits civils et la paix durable. Bienvenue au Monde en question. Jean-François Rancourt, merci de te joindre à nous. Ça me fait plaisir. Donc, est-ce que c'est possible de nous éclairer un peu sur la situation qui s'est déroulée en 2021 et notamment nous parler des acteurs qui sont importants et leur rôle dans cet événement? Oui, tout à fait. Alors, la problématique actuelle prend ses racines en 2020-2021. En 2020, on a eu des élections générales qui ont été considérées comme étant libres et justes. C'était les deuxièmes sur une période d'environ 10 ans. Or, l'armée birmane a décidé de ne pas reconnaître le résultat des élections. Un peu de la même manière que Donald Trump l'avait fait auparavant aux États-Unis. Les généraux ont dit que les élections étaient frauduleuses, que la Ligue nationale pour la démocratie, qui était le principal parti d'opposition et qui était déjà au pouvoir, avec à sa tête Aung San Suu Kyi, qui est une prix Nobel de la paix. Donc, les militaires ont dit que ce parti n'avait pas réellement remporté les élections. Il y a eu un recomptage, il n'y a eu aucune fraude qui a été démontrée, mais les militaires ont persisté. Et le 1er février 2021, qui était quelques heures avant l'ouverture du Parlement, de la nouvelle session parlementaire, les militaires ont effectué un coup d'État et ont décidé de prendre le pouvoir complet sur le pays en assiégeant la capitale Naypyidaw et en déployant des troupes un peu partout dans les grandes villes du pays. La situation a dégénéré, en fait, parce qu'il y a eu des grands mouvements de protestation qui ont émergé un peu partout. Évidemment, les citoyens étaient extrêmement insatisfaits de cette tournure des événements. Donc, ils ont pris la rue pour contester contre le pouvoir militaire. Ce qui s'est passé a été assez tragique. En fait, il y a eu des grandes marches, il y a eu des grandes manifestations, mais les militaires ont ouvert le feu dans la foule. Il y a eu plusieurs dizaines de morts dès les premiers jours, ce qui a emmené la population à ressentir vraiment une très, très grande colère, une très, très grande frustration par rapport à ce qui est vu comme un retour en arrière. Parce qu'il faut savoir que les militaires ont gouverné le Myanmar d'une main de fer jusqu'à 2011. Et donc, suite au massacre, il y a des gens de la population qui ont commencé à s'organiser, à créer des cellules armées qui étaient parallèlement à tout ça, qui était chapeauté par un gouvernement en exil, qu'on appelle le gouvernement d'unité nationale, qui est formé des représentants élus aux élections de 2020, mais qui ont été finalement tassés du pouvoir par les militaires. Il faut dire qu'une bonne partie des représentants élus ont été mis en prison. D'ailleurs, il y a environ plus de 30 000 personnes qui ont été arrêtées depuis le coup d'État. Et donc, ces citoyens qui se sont formés en groupe armé ont créé ce qu'on appelle les PDF, les People's Defense Force, les forces de défense populaires, qui sont devenues une sorte d'armée presque de facto qui représente ce fameux gouvernement en exil et la voie, disons, électorale. Les forces des PDF, donc, sont constituées de gens ordinaires. C'est des gens qui ont décidé d'aller se battre. Donc, ce ne sont pas nécessairement des soldats de formation. C'est des gens comme vous et moi qui ont dit « je vais prendre les armes, puis je vais aller défendre mon pays ». Ça, c'est un des premiers acteurs importants dans le conflit. Un autre acteur, évidemment, bon, c'est l'armée birmane, qui contrôle de vastes pans de l'économie, qui a été au pouvoir donc pendant plusieurs décennies et qui s'accroche à ce pouvoir-là de manière vraiment intense. D'autres acteurs qu'il faut prendre en compte, parce que c'est pas la guerre civile qui a éclaté, c'est pas une guerre civile avec deux camps. C'est pas une guerre civile avec les forces militaires qui représentent l'État, entre guillemets, contre des rebelles. Il y a l'armée, il y a les PDF, mais il y a aussi ce qu'on appelle des organisations ethniques armées, qui, dans plusieurs cas, sont en guerre déjà depuis de nombreuses années. On dit souvent que la guerre civile au Myanmar, c'est la guerre la plus longue de l'histoire moderne, en fait, parce qu'elle dure depuis l'indépendance à la fin des années 40, donc la guerre a éclaté il y a vraiment longtemps. Et parmi ces organisations ethniques armées, toutes n'ont pas les mêmes ambitions, toutes n'ont pas les mêmes objectifs.
Beaucoup ont des revendications basées sur davantage d'autonomie à l'intérieur d'une union fédérale potentielle, parce qu'il faut comprendre que le Myanmar, c'est un État central, il n'y a pas de fédération qui ont été mis en place, malgré la grande diversité ethnique. On parle d'environ 135 groupes ethniques sur un territoire de la taille de l'Alberta, donc donc c'est très varié. Et donc, ces acteurs-là, ces organisations ethniques armées, sans tomber dans les détails, vont créer différentes alliances qui se forment et se déforment au fil des ans et qui vont mener des offensives, parfois en collaborant avec les PDF, parfois chacun de leur côté, et qui, dans certains cas, aujourd'hui, contrôlent littéralement des micro-États non reconnus. On a des groupes armés qui sont en charge du système de santé, d'éducation, de la collecte des ordures, de tout ce qui est service public dans les territoires qu'ils contrôlent. Ils ont littéralement remplacé l'État aujourd'hui. Donc, c'est un peu les principaux acteurs qui sont engagés dans le conflit, et chacun donc avec des volontés très différentes. Étant donné la multiplication des acteurs, c'est quoi l'impact sur la population de cette guerre civile? Il y a beaucoup d'impact sur la population. Il faut dire que, ben d'abord, depuis le coup d'État, il y aurait, selon l'Assistance Association for Political Prisoners, qui est un ONG qui est active au Myanmar, il y aurait eu plus de 7700 personnes qui ont été tuées par les forces militaires depuis le début du conflit. On parle de plus de 113 000 maisons qui ont été détruites par les forces armées, dans un total de plus de 9 900 frappes aériennes qui ciblent principalement des civils et des installations civiles, donc des écoles, des hôpitaux, des sites religieux. Donc, on est vraiment dans une situation de destruction. L'armée attaque sans aucune retenue. Et maintenant, on parle d'un nombre d'environ 3,6 millions de réfugiés internes au Myanmar. Avant les conflits, on était à environ 300 000. Donc, c'est plus de 10 fois le nombre de réfugiés internes. Et c'est sans parler du fait qu'au total, environ un tiers de la population, soit 16,2 millions de personnes, ont besoin d'assistance humanitaire. Donc, le conflit a vraiment ravagé le pays. Il faut dire que suite au coup d'État, plusieurs pays ont appliqué des sanctions économiques contre le Myanmar. Donc, il y a eu vraiment une baisse vertigineuse des investissements directs étrangers dans le pays. L'inflation a explosé, en fait. Donc, d'un point de vue économique, c'est une crise presque sans précédent dans un pays où la situation économique n'a jamais été très facile. C'est un des pays les moins développés de la région sud-est asiatique. On les classe souvent à égalité avec le Laos et le Cambodge, disons, en termes de niveau de développement économique. Donc, on a une population qui souffre énormément des déplacements, des enjeux directement liés au conflit, de la violence des militaires, mais aussi du fait que l'inflation grimpe, qu'il y a de moins en moins d'emplois. Donc, les gens se retrouvent dans des situations où ils n'ont simplement aucun revenu. Les économies, une fois qu'elles sont dépensées, il n'y en a plus. Donc, beaucoup de pauvreté qui a augmenté. Et on pourrait en fait continuer longtemps sur les répercussions sur la population. On peut penser notamment au fait que les militaires ont mis en place une conscription. Parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à se rendre compte qu'il manquait de soldats pour pouvoir lutter contre la résistance et contre les organisations ethniques armées. Donc, on a mis en place une conscription où on force les jeunes à aller se battre dans les forces militaires. Et donc, on force des jeunes à tuer des co-citoyens, ce qui est absolument horrible. Ça crée des vagues de migration. Beaucoup de gens ont quitté, ont fui vers la Thaïlande ou par bateau vers l'Indonésie ou la Malaisie. Donc, de plus en plus de réfugiés à l'extérieur du pays, en plus des millions de réfugiés à l'interne. Donc, c'est une situation qui est vraiment catastrophique. Pouvez-vous revenir un peu sur les dangers qui sont observés puis comment ça peut se transposer dans le futur? Est-ce qu'il y a une possibilité de résolution de conflit, par exemple? Mm-hmm. Pour l'instant, c'est difficile de voir une fin au conflit. La multiplicité des acteurs explique en partie la complexité des enjeux, parce que, advenant qu'on voulait négocier, comme je mentionnais, comme ce n'est pas deux acteurs qui sont concernés, mais une mirabelle de différents groupes armés, ça rend toute forme de négociation extrêmement complexe, extrêmement difficile. De plus, les militaires n'ont pas vraiment envie de négocier. Ce n'est pas dans leurs intentions. Eux, ils ont, bon, j'imagine qu'on va en parler, mais
Il y a eu des élections récemment, les militaires donc essaient de légitimer leur pouvoir, donc on n'est pas dans une approche de conciliation du tout, du tout. Et d'ailleurs, le conflit exacerbe d'autres problématiques. Par exemple, le Myanmar, c'est un des États sur Terre qui est le plus touché par les changements climatiques. Les régions intérieures, la plaine intérieure du pays, il n'est pas rare que les températures montent en haut de 45 voire 50 degrés Celsius. Et bon, l'air climatisé, c'est pas quelque chose qui est très répandu. Il y a des coupures d'électricité fréquentes. Donc, les gens doivent faire face à des conditions climatiques extrêmes. Et là, il y a toute une problématique en lien avec les changements climatiques, la crise climatique et les conflits armés au Myanmar. Parce que pendant que l'armée est occupée à tuer sa propre population, la gouvernance du pays, elle est en déchéance. Hein. On approche d'un État déchu, d'un failed state, comme on dit en anglais. Et donc, face aux nouveaux problèmes qui sont liés au changement climatique, il n'y a pas vraiment de réponse coordonnée de l'État. Il y a eu, par exemple, un tremblement de terre l'année dernière qui a fait un très grand nombre de victimes, qui a détruit des milliers de bâtiments, qui a mis beaucoup, beaucoup de gens à la rue. Et la réponse des militaires, de prime abord, ça a été de bloquer l'aide internationale au début, pour ensuite en accepter au compte-gouttes et choisir où l'aide allait transiter. Donc, les régions qui sont hors du contrôle des militaires, qui sont contrôlées par l'opposition, n'ont pas reçu de soutien. Donc, ça fait que ces populations-là sont beaucoup plus touchées par les effets des changements climatiques, puis par les conséquences qui viennent avec ça. Non seulement on est dans un conflit duquel on ne voit pas la fin, mais il y a toutes sortes d'enjeux connexes qui émergent comme ça, puis qui rendent la situation encore plus difficile pour la population du Myanmar. Donc, on peut dire que le Myanmar fait face à une polycrise. Ah, tout à fait. C'est une polycrise. C'est une crise vraiment qui touche à toutes sortes de niveaux, autant social, économique, humanitaire, environnemental. C'est une polycrise de laquelle, malheureusement, on ne voit pas encore le bout. Si on s'intéresse à une réponse au niveau international, aujourd'hui, on sait qu'il y a le plan de besoins de réponse humanitaire publié par le HNRP, qui alarme justement la situation, comme tu l'as si bien décrit. Mais on s'intéresse peut-être à un manque de financement continuel. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a ce manque de financement de la part des pays occidentaux face à cette crise qui semble persister? Il y a différentes raisons qui peuvent expliquer justement ce manque de financement. Une première, je la définirais comme une sorte de fatigue, en fait. En ce moment, on fait face à une multitude de conflits. On peut penser au Soudan, on peut penser à l'Ukraine, on peut penser à l'Iran, on pense à toutes sortes de pays. Et la communauté internationale peine à répondre adéquatement aux besoins des populations qui sont touchées par ces conflits. Malheureusement, pour la population du Myanmar, leur pays ne fait pas partie des priorités des grandes puissances occidentales. Ce n'est pas un partenaire commercial très, très important. Le Myanmar est depuis longtemps dans ce qu'on appelle la sphère d'influence chinoise. Et cela crée un peu un manque d'attention de la part des puissances occidentales qui, d'ailleurs, comme je le mentionnais plus tôt, vont plutôt avoir une approche de sanctions économiques contre les dirigeants de la junte, mais ne vont pas nécessairement investir beaucoup pour l'aide humanitaire. On peut penser évidemment aux coupes aux États-Unis qui ont suivi l'arrivée de Donald Trump dans son deuxième mandat. Beaucoup de pays sont touchés par ces coupes dans l'aide internationale. On peut penser à Haïti, par exemple, où c'est vraiment catastrophique. Mais c'est la même chose pour le Myanmar. Les programmes de l'USAID ont été coupés. Puis dans tous les cas, les militaires auraient probablement mis fin à leurs activités qui auraient vu comme une sorte de propagande dangereuse contre leur pouvoir. Donc, il y a ça. Il y a aussi peut-être le fait que les États occidentaux sont au courant que s'ils envoient de l'aide humanitaire, ça va passer d'abord par les mains des militaires, qui, eux, vont en mettre dans leur poche, sans grande surprise, ou vont diriger les fonds vers des projets que eux jugent pertinents ou bons, donc qui vont favoriser des régions qui sont sous leur contrôle, qui vont ainsi délaisser, par exemple, les populations, les minorités ethniques qui sont dans des situations plus complexes en ce moment, plus difficiles. Et donc, le fait que l'aide humanitaire ne va pas directement aux personnes auxquelles elle est destinée, c'est une histoire qui se répète souvent. Oui.
Est-ce qu'il y a des moyens de contourner ce contrôle-là de la junte militaire ou d'autres gouvernements? Il y aurait certaines façons de le faire. Par exemple, en s'impliquant avec des groupes, des organisations ethniques qui contrôlent des zones hors de la domination des militaires. Il y en a certains qui sont en zone frontalière. On peut penser aux Karen, par exemple, aux Kachin, différents groupes qui sont à différentes frontières. Il y aurait possibilité de créer des partenariats avec ces organisations-là pour acheminer de l'aide humanitaire par les frontières qu'ils contrôlent. Ce serait d'un point de vue... Le problème, en fait, c'est que d'un point de vue du droit international, ce serait probablement illégal parce que ça se ferait sans le consentement de l'État birman, des militaires qui représentent à ce moment-ci l'État. Or, ça serait probablement un des meilleurs moyens de contourner justement la corruption puis le fait que cet argent-là risque d'être détourné de ses fins attendues. Donc, il y aurait quand même moyen de contourner, mais ce n'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Mais voilà, c'est ça. Des réseaux locaux, des réseaux transfrontaliers pourraient faciliter les choses. On va continuer à parler des instances internationales. On a vu récemment que le procès pour génocide s'est ouvert à la Cour internationale de justice. Est-ce que c'est possible de nous expliquer c'est quoi cet organe, qu'est-ce qu'il fait, et plus loin encore, nous parler justement de ce dit procès? Oui, tout à fait. Alors, la Cour internationale de justice, c'est un organe qui relève de l'ONU et dit simplement, ça permet à des États de poursuivre d'autres États pour certains types de litiges qui briseraient le droit international. Dans le cas présent, on parle d'un procès pour génocide, qui est définitivement un des crimes les plus graves en droit international, qui relève non seulement de massacre, mais de la volonté d'exterminer complètement une population. Ce qui est arrivé dans le cas du Myanmar, c'est qu'en 2016-2017, il y a eu des exactions absolument horribles contre une population nommée les Rohingyas. Les Rohingyas, c'est un groupe ethnique minoritaire dans l'ouest du pays, dans l'État d'Arakan. C'est une population qui est musulmane, qui habite là depuis très longtemps d'ailleurs, mais aux yeux des autorités du Myanmar, c'est une population qui serait étrangère. Là, vous ne le voyez pas à l'audio, mais je mets des guillemets. C'est une population qui serait étrangère parce que, historiquement, ils auraient des affiliations ethniques et culturelles avec les populations qui viennent du Chittagong, qui est dans l'est du Bangladesh. Je n'irai pas dans toute l'historique de la présence des Rohingyas sur le sol birman, parce que ça remonte à il y a très longtemps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'indépendance du pays, les différents gouvernements militaires birmans se sont vraiment acharnés à retirer des droits à cette population-là. En 1982, par exemple, il y a une loi sur la citoyenneté qui leur a retiré toute possibilité d'avoir la citoyenneté dans le pays, avec des paramètres très, très, très précis qui faisaient sûr que les Rohingyas ne pourraient pas devenir officiellement des citoyens birmans. Et le fait qu'ils n'avaient pas leur citoyenneté, ça a fait qu'on les a mis dans des... Disons, on leur a retiré beaucoup de droits. Par exemple, des droits de propriété, des droits d'accès à l'éducation, des droits de mouvement dans le pays, même de se déplacer librement. Beaucoup ont été confinés dans des espaces réservés, des genres de camps de réfugiés intérieurs, si on peut nommer les choses ainsi. Et donc, il y a eu plusieurs vagues de violence contre les populations Rohingyas au fil des années. Mais 2017-2018, ça a été particulièrement intense. Les forces armées birmanes, en fait, ont rasé un très grand nombre de villages. Il y a eu des centaines, voire des milliers de meurtres, des exactions violentes de toutes sortes que je préfère pas nommer ici. Et donc, on a des centaines de milliers de personnes qui ont dû fuir le pays. Les chiffres varient entre 700 000 et 1,2, 1,3 million environ, qui ont dû fuir le pays pour aller vers le Bangladesh pour s'établir dans des camps de réfugiés, notamment à Cox's Bazar. Les militaires, dans leur défense à la Cour, affirment en fait que toute cette campagne de violence sanguinaire était basée sur une campagne antiterroriste. Donc, selon le point de vue qui a été défendu par l'armée birmane, les Rohingyas, c'était des terroristes. Ils auraient commis des attaques, il y aurait eu des attaques contre des postes de police birmans, et c'est ça qui aurait justifié une réponse d'une violence absolument disproportionnée.
parce qu'on ne ciblait pas les groupes armés Rohingyas, on ciblait toute la population et on ciblait très particulièrement les femmes, on ciblait très particulièrement les enfants, les personnes âgées, pas seulement les hommes en âge de se battre, c'était vraiment une violence indiscriminée. Donc, c'est la Gambie qui s'est saisie de cette tragédie pour entamer une démarche judiciaire à la Cour internationale de justice contre l'État birman en l'accusant de génocide. Il faut dire qu'il y a plusieurs organismes de défense des droits de la personne qui ont déjà affirmé qu'il s'agissait d'un génocide. C'est un mot qui a été prononcé à plusieurs reprises en parlant des massacres qui ont été commis contre la population Rohingya. Et donc, durant les audiences, on a pu entendre d'abord des témoignages absolument crève-cœur de Rohingyas qui ont vécu les violences, les exactions, qui ont dû fuir leur pays. Mais ensuite, on a eu droit à une espèce de, comment dire, de surréalisme, en fait, avec les militaires birmans qui, dans leur témoignage, c'est à peine s'ils nommaient les Rohingyas. Il y a une volonté d'effacement de cette population-là. Souvent, on entendait un discours. Moi, j'étais au Myanmar en 2018. Donc, on était encore dans l'espèce de 2017-2018. On était encore dans ce moment horrible. Puis, on entendait dans les conversations de tous les jours, les gens dire « les Rohingyas n'existent pas. Ce sont des Bengalis. Ils viennent du Bangladesh. Ils ne viennent pas d'ici », ce qui est entièrement faux. Et donc, c'est un peu ce que les militaires ont dit. Ils ont dit, bien, de bord, les Rohingyas, ils n'existent pas. Donc, il n'y a pas vraiment de dossier ici. On ne peut pas avoir commis un génocide contre des gens qui n'existent pas. Ce sont des Bengalis. Et ensuite, toujours selon les militaires, c'était une réponse armée à une attaque qui a été faite contre nous. Donc, ce n'était pas du tout un génocide. C'était simplement, une réplique à des attaques. Ce qui est une déformation complète de la réalité, évidemment, et qui est une négation de la réalité. Or, l'enjeu principal avec un procès pour génocide, c'est de démontrer la volonté génocidaire. On peut démontrer qu'il y a eu des massacres, mais ce n'est pas suffisant. Il faut être capable de démontrer qu'on voulait vraiment éradiquer cette population-là. Et à mon avis, les militaires se sont un peu tirés dans le pied en niant l'existence des Rohingyas. Parce que nier l'existence d'une population, c'est un peu la finalité d'une pensée génocidaire, en quelque sorte. On peut aller plus loin dans cette réflexion et nous orienter vers d'autres parts du monde. Penses-tu que ce modus operandi est un peu monnaie courante dans certains conflits ou une certaine volonté de certains États, de certains gouvernements? Est-ce que tu penses qu'on peut s'orienter vers là et puis dire que ça s'apparente à être la même manière d'agir, le même processus? Oui, on observe des similarités avec des conflits ailleurs. Plusieurs observateurs ont remarqué avec justesse que le résultat de ce procès pourrait avoir des répercussions sur la suite des choses par rapport au conflit israélo-palestinien notamment. Encore une fois, c'est difficile de prouver la volonté génocidaire, mais dans les deux cas, on peut observer un déni d'existence. J'ai entendu des entrevues avec des colons israéliens dans la West Bank qui disaient que les Palestiniens n'existent pas, ce ne sont que des Arabes. Donc, on est encore une fois dans un déni d'existence d'une population. On a également tout cet argument qu'il s'agit d'une réplique, donc que l'usage de la force était tout à fait correct selon les forces étatiques qui ont commis les exactions. Oui, le résultat, en fait, le jugement qui va être porté pourrait avoir des conséquences assez importantes sur la suite des choses par rapport à ce qui se passe avec la Palestine et les exactions commises par l'armée israélienne. Et donc, selon votre réponse, on peut comprendre que les procès font précédent. Et donc, ça peut s'appliquer à un autre cas de génocide, par exemple. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis d'ailleurs, il y a eu d'autres cas célèbres. Tu sais, on peut penser au génocide des Khmers rouges, qui, lui, ça a pris vraiment beaucoup d'années avant qu'on finisse par le reconnaître en termes de droit international. Mais effectivement, ça peut créer un précédent. Reste à voir, encore une fois, quelles seront vraiment les répercussions de tout ça. Parce qu'on le sait, en droit international, on ne peut pas aller au-delà de la souveraineté de l'État. Donc, même si un jugement disait oui, l'État birman est coupable de génocide, concrètement, qu'est-ce que ça changerait sur le terrain? Malheureusement, probablement pas grand-chose,
parce que les militaires feraient simplement refuser le verdict. Bien que les jugements n'ont pas force et ne peuvent pas être appliqués aux différents États, on peut quand même penser à des jugements de l'ancêtre de la Cour pénale internationale, la CIJ, qui ont mené à des actions concrètes du gouvernement, mais plusieurs années plus tard. Par exemple, Nicaragua contre les États-Unis a quand même mené à la reconnaissance du rôle des forces paramilitaires et l'ingérence par acteurs opposés. Et donc, dans ce cas-ci, pensez-vous que c'est possible que même si le jugement est émis et que, dans un premier temps, les militaires rejettent le jugement, ça pourrait avoir des effets bénéfiques sur le long terme? Ça pourrait avoir des effets bénéfiques sur le long terme. De prime abord, dans la reconnaissance du peuple rohingya, peut-être, évidemment, c'est des suppositions, mais peut-être que ça pourrait activer, entre guillemets, une réponse de la communauté internationale pour répondre aux besoins de cette population-là. Les besoins humanitaires sont criants dans les camps de réfugiés au Bangladesh. Ce sont des situations absolument horribles. Encore dans les dernières semaines, il y a eu de gros incendies dans le principal camp à Cox's Bazar qui a fait plusieurs victimes. Plusieurs personnes ont perdu leur habitation. Il y a eu des écoles de brûlées. Ce sont des camps où il y a énormément de violence. Et de plus, comme l'aide internationale a beaucoup diminué au cours des dernières années, il y a de plus en plus d'enjeux liés à la malnutrition, à l'accès aux médicaments, etc. Peut-être que si on reconnaissait que c'est une population qui a été victime d'un génocide, peut-être qu'on gagnerait en intérêt à les soutenir davantage en ce moment. Ça pourrait être un effet bénéfique. Un autre effet que je pourrais voir, c'est au niveau, en fait, des relations internationales. Des États qui soutiennent le régime birman actuel ou qui le font à demi-mot, je dirais, parce que tout le monde n'est pas nécessairement vocal en disant on va les soutenir, mais il y a encore des échanges économiques qui se font. Peut-être que certains de ces États-là devraient renoncer à leurs ambitions économiques au Myanmar et leurs ambitions commerciales. Par exemple, depuis les élections qui ont eu lieu au cours des dernières semaines, qui ont amené au pouvoir le parti qui est affilié à l'armée. Donc, ça a été des élections qui n'étaient ni justes ni libres. Il faut être clair là-dessus. Donc, suite à ces élections, il y a des gens qui croient que des pays comme le Japon et la Corée du Sud pourraient être intéressés à réinvestir en Birmanie, au Myanmar, sous le couvert de la légitimité électorale. C'est douteux comme approche. Ça, c'est mon éditorial. Mais peut-être justement qu'un jugement pour génocide, ça mettrait des freins à ce type d'ambition de la part de certains États qui paraîtraient extrêmement mal. Parce que de quoi on a de l'air sur la scène internationale, si on décide de soutenir un régime génocidaire, ça passe pas très, très bien. Donc, il pourrait peut-être y avoir aussi certaines retombées positives de ce côté-là, je crois. Espérons que ça va créer une jurisprudence et que ça permettra d'améliorer certaines situations actuellement dans le monde, comme ça a été mentionné. Donc, je peux te demander si, via tes connaissances et les recherches que tu as pu effectuer depuis le début de ton doctorat, quelles seraient, selon toi, les actions pertinentes qu'on pourrait appliquer afin d'améliorer concrètement et sur le long terme la situation au Myanmar et particulièrement sur les populations civiles? Oui, c'est une très bonne question qui est assez difficile, en fait, vu la complexité du conflit, mais il y a des choses qui pourraient être faites. D'abord, on pourrait soutenir politiquement et matériellement les acteurs civils qui sont en faveur de la démocratie. J'ai mentionné qu'il y avait un gouvernement en exil, le gouvernement d'unité nationale. Il pourrait être tout à fait envisageable que des États décident de reconnaître ce gouvernement comme étant l'entité qui légitimement représente l'État du Myanmar. Ça permettrait notamment de leur transférer des fonds pour les aider dans leurs combats, les aider dans leurs actions. Mais le tout, évidemment, devrait être fait sans les instrumentaliser, ce qui est toujours un risque lorsqu'on s'implique dans des conflits de ce genre. Une autre chose qui peut être faite, et on en a discuté un peu plus tôt, mais c'est de contourner l'État pour l'aide humanitaire via des réseaux locaux ou transnationaux. Donc, trouver des moyens alternatifs d'acheminer de l'aide humanitaire à la population qui est coincée à l'intérieur du pays, qui, comme je mentionnais, qui un tiers de la population a des besoins humanitaires urgents en ce moment. Donc, laisser ça passer, c'est absolument horrible. Donc, on pourrait trouver des moyens alternatifs pour pouvoir acheminer de l'aide humanitaire à cette population-là, à ces populations-là.
On pourrait également renforcer la pression judiciaire internationale davantage. On a parlé du procès à la Cour internationale de justice. Il y a aussi des actions à la Cour pénale internationale contre les principaux dirigeants des forces armées. Même si les effets sont parfois plus difficiles à voir, comme on vient d'en discuter, il peut y avoir des retombées bénéfiques à ce type d'action-là. Un autre point, ce serait d'impliquer davantage les acteurs régionaux, notamment l'ASEAN. L'ASEAN n'a pas reconnu les élections qui ont eu lieu récemment au Myanmar. L'ASEAN avait en fait proposé un plan de sortie de crise pas très longtemps après le coup d'État qui n'a jamais été mis en place. C'est sûr que l'ASEAN, puis là, pardonnez-moi, je n'ai pas défini l'ASEAN, l'Association des États de l'Asie du Sud-Est, qui est une organisation qui regroupe donc des États de l'Asie du Sud-Est, eux, ils fonctionnent sur un principe de non-ingérence. Donc, on ne va pas s'impliquer dans les affaires internes des autres États. Mais je crois que de plus en plus, l'ASEAN réalise qu'il y a des limites à cette approche-là, notamment en voyant les massacres commis par l'armée birmane qui ne font pas vraiment plaisir aux instances de l'ASEAN, on va se le dire. Il y a beaucoup d'opposition à ce qui se passe, notamment des États comme l'Indonésie ou les Philippines, par exemple, qui ont peut-être des institutions démocratiques plus consolidées que d'autres pays de la région. Donc, d'essayer de voir comment ces acteurs régionaux pourraient s'impliquer davantage, ça pourrait peut-être faciliter une sortie de crise éventuelle. Ouais. Merci beaucoup pour cette présentation très, très, très importante, étant donné ce moment charnière où les instances internationales prouvent leur légitimité. Elles ont tellement été critiquées longtemps et on espère vraiment que ce jugement va être favorable à la population. C'est ce qui est le plus important à la fin de la journée. Donc, mon nom est Fatima Ezara El Abda. Anne Guérin-Lévesque. Jean-François Rancourt. Merci d'avoir été parmi nous. En collaboration avec l'Observatoire des droits de la personne et la chaire de leadership pour l'enseignement Roméo Dallaire sur les conflits civils et la paix durable. Merci. C'était Le Monde en question.